Une pauvre femme âgée a sauvé une adolescente mourante la nuit la plus froide de l'année, puis a découvert qu'elle était enceinte et que sa famille milliardaire arrivait. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en le combat de sa vie quand elle a découvert la vérité. Ce n'était pas une fugueuse. C'était une fille dont le propre grand-père avait tué son petit ami, l'avait enfermée dans un établissement psychiatrique et la traquait maintenant pour s'assurer qu'elle et son bébé disparaissent pour toujours. Evelyn Hart avait 74 ans, vivant seule dans une maison de 2 chambres sur 3 acres de terrain dans le comté rural de Harlem, Kentucky. La maison n'avait pas grand-chose à regarder. Peinture blanche s'écaillant du revêtement en planche, un toit qui fuyait à 2 endroits quand la pluie tombait fort, un porche avant qui s'affaissait à une extrémité où les supports avaient commencé à pourrir. Son mari Harold avait travaillé à la mine de charbon jusqu'à ce que ses poumons lâchent, puis au magasin de quincaillerie, jusqu'à ce que son corps lâche, puis dans son atelier à construire des nichoirs et des meubles, jusqu'à ce que son cœur lâche entièrement au printemps 2012. Il y a 12 ans maintenant. Evelyn était tombée enceinte une fois en 1976. Elle avait 26 ans, mariée depuis 3 ans, et si heureuse qu'elle ne pouvait le supporter. Elle a perdu le bébé à 14 semaines. Le médecin a dit que ces choses arrivent. Elle dit qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas réessayer. Mais ensuite, Harold est tombé malade la première fois et les factures médicales se sont accumulées et d'une manière ou d'une autre, les années se sont écoulées. Le monde a avancé et Evelyn est restée là où elle était, s'occupant de son potager en été, nourrissant les chats errants qui vagabondaient sur sa propriété et attendant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Janvier 2024 avait été brutal. Les températures ont chuté à des chiffres uniques. La neige est tombée en épaisse couverture qui rendait les routes dangereuses et gardait Evelyn à l'intérieur pendant des jours d'affilée. Son chèque de sécurité sociale couvrait à peine les factures, mais elle avait commencé à maintenir le thermostat à 62 degrés pour économiser sur le mazout de chauffage. Elle portait 2 poules à l'intérieur et dormait sous 4 couvertures jusqu'à ce qu'une nuit du 17 janvier change sa vie pour toujours. Le jour le plus froid de l'année, la radio a dit qu'il tomberait à 3 degrés le matin. Evelyn s'était couchée tôt, vers 8h30, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Elle avait lu quelques chapitres d'un livre de bibliothèque, écouté le vent hurler contre ses fenêtres, et était tombée dans le sommeil léger et agité des personnes âgées. Elle s'est réveillée à 23h47 à un son qu'elle ne pouvait identifier. Au début, elle a pensé que c'était l'un des chats errants. Il s'abritait parfois sous son porche quand le temps tournait mal, et occasionnellement, il faisait du bruit, se battant ou appelant des partenaires ou juste se plaignant du froid. Mais ce son était différent, pas tout à fait animal, pas tout à fait humain, quelque chose entre les deux. Evelyn resta immobile à écouter. Le vent s'était calmé, laissant un silence étrange. Puis le son est revenu, un gémissement, bas et douloureux, et venant définitivement de l'extérieur. Son cœur a commencé à battre plus vite. À 74 ans, vivant seule, elle avait appris à être prudente. Il y avait des histoires de personnes âgées ciblées par des voleurs, par des escrocs, par des gens qui voyaient la vulnérabilité comme une opportunité. Elle gardait une batte de baseball à côté de son lit et le vieux fusil de chasse de Harold dans le placard, bien qu'elle ne l'ait pas tiré depuis 20 ans. Elle s'est levée lentement, ses articulations protestant contre le froid. Elle a enfilé sa robe de chambre, glissé ses pieds dans les chaussons doublés de laine que sa voisine lui avait donnés 3 Noëls auparavant, et s'est glissée vers l'arrière de la maison. Le son est revenu, plus proche maintenant, définitivement de son jardin arrière. Evelyn a allumé la lumière du porche et a regardé à travers la fenêtre de sa porte arrière. La lumière a illuminé peut-être 20 pieds de cour couverte de neige, projetant de longues ombres des arbres nus à la limite de la propriété. Au début, elle n'a rien vu, juste de la neige, intacte et immaculée.
Puis quelque chose a bougé près de l'ancien abri de jardin, peut-être à 30 pieds de la maison. Une forme sombre rampait dans la neige, avançant lentement, douloureusement, laissant une trace derrière elle. Pas un animal, une personne qui bougeait à peine, qui semblait essayer d'atteindre la maison, mais manquait de force. Evelyn n'a pas hésité. Elle a pris son lourd manteau sur le crochet près de la porte et fourré ses pieds dans les vieilles bottes de Harold et est sortie dans le froid brutal. Le vent l'a traversée immédiatement, lui coupant le souffle, faisant couler ses yeux. Elle a serré son manteau plus fort et a bougé aussi vite que son vieux corps le permettait, suivant la trace dans la neige. La personne avait cessé de bouger. Elle était allongée face contre terre maintenant, immobile. « Bonjour, Evelyn a appelé, sa voix mince dans l'air gelé. « Pouvez-vous m'entendre? » Pas de réponse. Elle a atteint la silhouette et est tombée à genoux dans la neige, ignorant le froid qui a immédiatement transpercé sa robe de chambre. Elle a roulé la personne, s'attendant. Elle ne savait pas à quoi elle s'attendait. Un ivrogne qui s'était égaré de la route. Une personne sans abri cherchant un abri. Quelqu'un de la ville qui avait eu des problèmes de voiture. Ce qu'elle a trouvé était une fille, une adolescente. Pas plus de 17 ou 18 ans, avec des cheveux foncés emmêlés de neige et de glace, lèvres bleues de froid, ne portant rien d'autre qu'une fine blouse d'hôpital et un gilet en laine qui n'offrait aucune protection contre les éléments. Et elle était couverte de sang. « Oh, cher Dieu !» Evelyn a soufflé. Le sang venait de quelque part sur sa tête, une entaille près de sa ligne de cheveux, toujours sointante. Ses bras étaient égratignés et contusionnés. L'un de ses pieds était nu, l'autre portant une seule chaussure à enfiler qui avait clairement été inadéquate pour voyager dans la neige. Mais elle respirait superficiellement, faiblement, mais respirait. Evelyn n'a pas perdu de temps. Elle a passé ses bras sous les épaules de la fille et a commencé à la traîner vers la maison. La fille n'aurait pas pu peser plus de 120 livres. Mais pour le corps de 74 ans d'Evelyn, cela ressemblait à déplacer une montagne. Son dos a crié. Ses genoux menaçaient de céder. Elle a tout ignoré. Il lui a fallu 5 minutes pour faire entrer la fille. 5 minutes qui ont semblé 1 heure. Au moment où elle l'avait tirée par la porte arrière et sur le sol de la cuisine, Evelyn haletait, son cœur battant dangereusement vite. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La fille était hypothermique, cela était évident. Sa peau était glaciale au toucher et elle ne tremblait plus. Ce qu'Evelyn savait de sa formation en premier secours il y a des décennies était un très mauvais signe. Quand le corps arrête de trembler, cela signifie qu'il abandonne. Elle a monté le thermostat à 75, puis s'est précipitée à la salle de bain et a commencé à remplir la baignoire d'eau tiède. Pas chaude, elle se souvenait de cela. L'eau chaude pourrait envoyer une personne hypothermique en état de choc. Tiède d'abord, puis progressivement plus chaude. Pendant que la baignoire se remplissait, elle est retournée vers la fille et a commencé à enlever les vêtements mouillés et gelés. La blouse d'hôpital était trempée. Le gilet était pire qu'inutile. Elle les a enlevés aussi doucement qu'elle le pouvait, révélant plus de contusions, plus d'égratignures. Et Evelyn s'est arrêtée et regardait fixement. Le ventre de la fille. Il était arrondi, pas gros. Le reste d'elle était mince, trop mince. Mais son ventre était distinctement, indubitablement arrondi. Elle était enceinte, probablement de 5 mois, peut-être plus. « Cher Dieu !» Evelyn a chuchoté à nouveau. « Que t'est-il arrivé, enfant? » La fille n'a pas répondu, ne pouvait pas répondre. Elle était inconsciente, son corps luttant pour survivre. Evelyn a mis de côté son choc et s'est mise au travail. Elle a soulevé la fille, forçant chaque muscle de son dos, et l'a portée à la salle de bain, l'a abaissée dans l'eau tiède. La fille a haleté, ses yeux papillonnant, mais ne s'ouvrant pas. Son corps a recommencé à trembler, ce qui était bon. Trembler signifiait que ses systèmes se battaient toujours. Evelyn est restée avec elle, soutenant sa tête hors de l'eau, lui parlant d'une voix basse et apaisante. «
Tu es en sécurité maintenant. Tu vas bien te porter. Reste juste avec moi, chérie. Reste avec moi. Elle ne savait pas si la fille pouvait l'entendre. Elle l'a dit quand même. Après 20 minutes, la peau de la fille avait retrouvé un peu de couleur. Ses lèvres étaient moins bleues. Ses tremblements étaient devenus violents, ce qui, paradoxalement, était un bon signe. Son corps se réchauffait. Contre-attaquant, Evelyn a vidé une partie de l'eau de refroidissement et en a ajouté de plus chaude. Elle a trouvé des serviettes propres et a séché les cheveux de la fille autant qu'elle le pouvait. Elle a examiné la blessure à la tête, qui était laide, mais pas aussi profonde qu'elle l'avait craint. Elle l'a nettoyée avec du peroxyde d'hydrogène et pressé un linge propre contre elle pour arrêter le saignement, et l'a sécurisée avec du ruban adhésif médical de sa trousse de premier secours. À 1h30 du matin, la fille était sortie de la baignoire, séchée, vêtue de la chemise de nuit la plus chaude d'Evelyn, et allongée dans le lit d'Evelyn sous toutes les couvertures de la maison. Evelyn avait placé des bouillottes à ses pieds et sur les côtés, l'avait recouverte d'un coussin chauffant et surveillait sa température avec le vieux thermomètre qu'elle gardait dans l'armoire à pharmacie. Ce n'est qu'alors, assise sur la chaise à côté de son lit, regardant cette étrangère respirer, qu'Evelyn s'est autorisée à penser à ce qu'il fallait faire ensuite. Elle devrait appeler le 911. C'était la réponse évidente. La fille avait besoin d'attention médicale. Une vraie attention médicale, pas seulement ce qu'une vieille femme pouvait fournir avec une trousse de premier secours et du bon sens, mais quelque chose l'a arrêté, la blouse d'hôpital. La fille portait une blouse d'hôpital, ce qui signifiait qu'elle venait d'un établissement médical d'une sorte. Mais elle avait couru, rampant dans la neige par des températures un chiffre, à moitié vêtue, saignant d'une blessure à la tête. Les gens ne fuient pas les hôpitaux à moins d'avoir une raison. Et les contusions sur ses bras, certaines étaient fraîches, cohérentes avec son voyage à travers les bois. Mais d'autres étaient plus anciennes, jaunes et vertes au bord, vieilles de jours ou de semaines. Contusions qui ressemblaient à des empreintes digitales, comme si quelqu'un l'avait saisi durement. Evelyn avait vu des contusions comme celle-là auparavant sur les enfants qui passaient par sa ligne de cafétéria. Ceux qui tressailliraient quand les adultes bougeaient trop vite, ceux qui portaient des manches longues en été, ceux qu'elle avait discrètement signalés aux conseillers scolaires, espérant que quelqu'un les aiderait. Cette fille avait fui quelque chose ou quelqu'un. Evelyn a décidé d'attendre, de la laisser se réveiller, si elle se réveillait, et d'entendre son histoire avant d'impliquer quelqu'un d'autre. C'était peut-être la mauvaise décision. C'était probablement la mauvaise décision. Mais l'instinct d'Evelyn lui disait que cette fille avait besoin de protection, pas seulement de sauvetage. Et tant qu'elle n'en savait pas plus, elle n'allait la confier à personne. La fille s'est réveillée à 4h03 du matin. Evelyn s'était assoupie dans la chaise, sa tête tombant en avant quand elle a entendu une forte inspiration. Elle a ouvert les yeux pour trouver la fille assise, regardant autour d'elle sauvagement, ses mains pressées de manière protectrice sur son ventre enceinte. « Où suis-je » La voix de la fille était rauque, paniquée. « Qui êtes-vous? Comment ai-je » Doucement, doucement, Evelyn a levé ses mains, restant dans sa chaise, essayant d'avoir l'air aussi peu menaçante que possible. « Tu es en sécurité. Tu es dans ma maison. Je t'ai trouvé dans mon jardin arrière il y a quelques heures. Tu étais à moitié gelée, chérie. Je t'ai fait entrer et je t'ai réchauffé. » Les yeux de la fille ont parcouru la pièce, observant les modestes alentours, les vieux meubles, le papier peint délavé, le crucifix sur le mur au-dessus du lit. Sa respiration était trop rapide, tout son corps tendu, prêt à courir, même si elle n'était clairement pas en état d'aller nulle part. « Mon nom est Evelyn Hart », Evelyn a continué, gardant sa voix douce et égale. « C'est ma maison. Tu es dans le comté de Harlem, Kentucky. Peux-tu me dire ton nom? » La fille a hésité, sa mâchoire s'est serrée. « Je ne peux pas, je ne devrais pas. » « C'est bon. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. »
Mais, chérie, tu étais en mauvais état quand je t'ai trouvé. Tu as une blessure à la tête qui a probablement besoin de pointes de suture et tu es enceinte et tu étais à environ 2 minutes de geler à mort. Alors, j'ai besoin de savoir, dois-je appeler une ambulance? Y a-t-il quelqu'un que je devrais contacter? Non. Le mot est sorti sec, presque violent. Pas d'ambulance, pas d'hôpital, personne, s'il vous plaît. Les yeux de la fille se sont remplis de larmes. Ils me trouveront. Si tu appelles quelqu'un, ils me trouveront et ils me ramèneront et sa voix s'est brisée. Elle a pressé ses mains plus fort contre son ventre, comme si elle essayait de protéger le bébé à l'intérieur des menaces qu'Evelyn ne pouvait voir. D'accord, Evelyn a dit doucement. D'accord, pas d'appel. Pas encore, mais chérie, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Qui te cherche? Qui t'a fait ça? La fille est restée silencieuse un long moment. Ses yeux ont cherché le visage d'Evelyn, cherchant quelque chose. Sincérité, peut-être fiabilité, ou peut-être juste essayant de décider si cette vieille femme dans une ferme rurale du Kentucky était meilleure ou pire que ce qu'elle fuyait. Finalement, elle a parlé. Mon nom est Isabelle, Isabelle Sinclair, et ma famille essaie de me tuer. Au cours des 2 heures suivantes, alors que l'aube commençait à éclairer le ciel à l'extérieur des fenêtres d'Evelyn, l'histoire est sortie par fragments. Isabelle Sinclair avait 17 ans. Son grand-père était Richard Sinclair, un nom qu'Evelyn reconnaissait vaguement des gros titres de journaux et de l'occasionnelle nouvelle. Milliardaire, hôtel, entreprise médiatique, une de ces familles riches qui semblaient exister dans un univers différent des gens ordinaires. Isabelle avait grandi dans cet univers. École privée, maison d'été, vacances en Europe, personnel qu'il appelait Mademoiselle Isabelle, et anticipait chacun de ses besoins. Elle n'avait jamais rien connu d'autre, mais elle n'avait aussi jamais été adaptée. Elle était la petite fille du milieu, facile à ignorer entre son frère aîné, l'héritière, un parent, et sa sœur cadette, le bébé de la famille. Elle avait passé son enfance à essayer d'être assez parfaite pour être remarquée et ses années d'adolescence à réaliser qu'elle ne serait jamais à la hauteur des attentes de sa famille. Puis elle a rencontré Daniel. Daniel Reyes avait 19 ans, le fils de l'un des jardiniers qui entretenait le domaine de la famille Sinclair en Virginie. Il avait travaillé les étés sur la propriété depuis qu'il avait 16 ans. Et Isabelle l'avait remarqué de la manière dont elle n'avait jamais remarqué les serveurs ou les femmes de chambre ou les chauffeurs qui peuplaient son monde. Parce que Daniel la regardait vraiment, pas son nom de famille ou son fonds fiduciaire ou son utilité potentielle, elle. Ils ont commencé à parler, puis à se rencontrer en secret, puis à tomber amoureux comme les adolescents le font, désespérément, complètement sans penser aux conséquences. Quand Isabelle a découvert qu'elle était enceinte en octobre, elle avait été terrifiée. Mais Daniel avait été heureux. Ils avaient fait des plans. Il finirait son diplôme d'associé. Elle aurait 18 ans en mars et aurait accès à une partie de son fonds fiduciaire. Ils partiraient ensemble, construiraient une vie quelque part loin de l'influence des Sinclair. Ces plans ont pris fin le 3 novembre. Daniel rentrait chez lui après son quart de soirée, au restaurant où il travaillait. Sa voiture est sortie de la route dans un virage qu'il avait pris 1000 fois, a heurté un arbre. Il a été tué instantanément. La police a dit que c'était un accident. Route mouillée, vitesse excessive, une perte tragique. Isabelle savait mieux. Elle savait parce que 3 jours avant que Daniel ne meure, son grand-père l'avait appelé dans son bureau. Il avait su pour la grossesse. Il avait su pour Daniel et il lui avait donné un choix. Mettre fin à la grossesse et à la relation ou être coupé de la famille entièrement. Elle avait refusé. Lui a dit qu'elle aimait Daniel. Lui a dit qu'elle gardait le bébé. Lui a dit pour la première fois de sa vie qu'elle ne se souciait pas de ce que le nom Sinclair exigeait. 3 jours plus tard, Daniel était mort. Elle ne pouvait pas le prouver. Elle n'avait aucune preuve que son grand-père avait arrangé quoi que ce soit. Mais elle savait. Elles avaient la manière dont vous savez quand quelque chose est pourri au cœur, quand les explications ne concordent pas tout à fait, quand la coïncidence est trop commode.
Elle avait confronté son grand-père, lui avait crié dessus, l'avait accusé de meurtre. C'est là que tout a changé. Ses parents l'avaient fait interner dans un établissement psychiatrique privé pour son propre bien, ont-ils dit. Le stress de perdre Daniel, les hormones de grossesse, les accusations paranoïaques. Elle avait clairement besoin d'aide. L'établissement était cher, exclusif et entièrement sous le contrôle de la famille Sinclair. Pendant 2 mois, Isabelle y avait été gardée, sous sédatif quand elle protestait, isolée quand elle posait des questions, examinée par des médecins qui semblaient bien plus intéressés par sa grossesse que par son état mental. La semaine dernière, elle avait entendu une conversation entre son médecin et quelqu'un au téléphone. Quelqu'un demandant des informations sur le calendrier et la procédure et s'assurant qu'il n'y ait pas de preuves. Il ne prévoyait pas de la laisser avoir ce bébé. Il ne prévoyait pas de la laisser partir. Il prévoyait de la faire disparaître, tout comme Daniel avait disparu, et le bébé qu'elle portait disparaîtrait avec elle. Alors, elle a couru. Elle avait volé le gilet d'une infirmière, s'était glissée par une entrée de service pendant un changement de corps, avait marché pendant des kilomètres à travers des bois gelés, puis avait fait du stop avec un chauffeur de camion qui n'avait pas posé de questions, puis avait de nouveau marché quand il avait bifurqué sur une autoroute allant dans la mauvaise direction. Elle avait voyagé pendant 3 jours. Pas d'argent, pas de téléphone, pas d'identification, juste se déplaçant vers le sud, essayant de mettre autant de distance que possible entre elle et tous ceux qui la voulaient morte. Elle s'était effondrée dans le jardin arrière d'Evelyn parce que son corps avait simplement lâché. Elle visait une grange qu'elle avait vue de la route, espérant trouver un abri pour la nuit. Elle n'avait même jamais remarqué la maison. Quand elle a fini de parler, le soleil était entièrement levé. Isabelle était épuisée, son histoire ayant drainé toute réserve qui lui restait. Elle a regardé Evelyn avec des yeux creux. « Je sais comment cela sonne », elle a dit doucement. Riche fil paranoïaque à propos de sa famille inventant des théories du complot. « Vous pensez probablement que je suis folle. Les médecins de l'établissement ont certainement dit que je l'étais. » Evelyn est restée silencieuse un moment. Elle a regardé cette fille, cet enfant vraiment, malgré tout avec ses bras contusionnés et son ventre enceinte et ses yeux qui avaient semblé trop jeunes. « Ce que je pense, Evelyn a dit soigneusement, c'est que tu as peur et que tu es épuisée et que tu as traversé quelque chose de terrible. Ce que je pense, c'est que si tout ce que tu m'as dit est vrai, ou si une partie est commuse ou exagérée, tu as clairement besoin d'aide. Et en ce moment, je suis la seule ici pour la donner. » Elle a tendu la main et a pris la main froide d'Isabelle dans la sienne chaude et burinée. « Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas te reposer. Tu vas manger quelque chose quand tu te sentiras prête. Et nous allons résoudre ça ensemble, parce que je suis là depuis 74 ans, chérie. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que personne ne devrait avoir à affronter les choses difficiles seul. » Isabelle l'a fixé. « Vous me croyez? Juste comme ça. Je crois que tu le crois, et je crois que quelqu'un t'a blessé, que ce soit les gens que tu penses ou quelqu'un d'autre. C'est assez pour l'instant, mais vous ne me connaissez même pas. Pourquoi m'aideriez-vous? » Evelyn a pensé à tous les enfants qui étaient passés par sa ligne de cafétéria pendant 30 ans. Ceux qui avaient faim, ceux qui avaient peur, ceux qui avaient eu besoin que quelqu'un les remarque. Parce que c'est ce que les gens devraient faire, elle a dit simplement. S'entraider. Ce n'est pas compliqué, chérie. C'est juste. Le visage d'Isabelle s'est froissé. Elle a commencé à pleurer. Des sanglots profonds et déchirants qui semblaient relâcher des années de pression. Evelyn s'est déplacée de la chaise au bord du lit et a tiré la fille dans ses bras, la tenant comme elle avait autrefois rêvé de tenir sa propre fille, comme elle avait tenu des centaines d'enfants au fil des ans qui avaient besoin de réconfort et n'avaient personne d'autre pour le donner. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle a chuchoté dans les cheveux d'Isabelle. « Je t'ai. Tu es en sécurité. » Elle ne savait pas si c'était vrai.
Elle ne savait pas quel genre de personnes étaient des Sinclair ou de quoi ils étaient capables. Elle ne savait pas si elle venait d'inviter le danger dans sa petite vie tranquille. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'allait laisser personne blesser cette fille ou son bébé. Pas tant qu'elle avait encore du souffle dans son corps. Les 3 premiers jours ont été les plus difficiles. Isabelle a dormi la plupart d'entre eux. Son corps s'éteignait, demandant du repos après ce qu'elle lui avait fait subir. Evelyn la vérifiait toutes les quelques heures, lui a apporté de la soupe et du pain grillé et du thé et a regardé les couleurs revenir lentement à ses joues. La blessure à la tête guérissait. Evelyn avait eu raison que ce n'était pas aussi profond que cela en avait l'air. Elle l'a nettoyé 2 fois par jour, a appliqué une pommade antibiotique et l'a gardée couverte de pansements frais. Au 3e jour, cela avait cessé de suinter et avait commencé à former une croûte correctement. Mais la grossesse l'inquiétait. Isabelle était mince, trop mince pour quelqu'un de 5 mois. Elle aurait dû prendre du poids, accumuler des réserves pour le bébé. Mais au lieu de cela, ses bras étaient osseux et son visage était émacié. Quoi qu'il lui ait donné à manger dans cet établissement, ce n'était pas assez. Le 4e matin, Evelyn a pris une décision. « Nous devons te faire voir par un médecin », elle a dit, posant une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé devant Isabelle à la table de la cuisine. « Pas un hôpital. Je connais quelqu'un, une femme avec qui je travaillais à l'école. Sa fille est devenue sage-femme. Elle a un cabinet à 2 villes d'ici. Elle est de bonne personne, discrète. » La fourchette d'Isabelle s'est figée à mi-chemin de sa bouche. « Je ne peux pas. Si quelqu'un sait que je suis ici, chérie, tu portes un bébé. Ce bébé a besoin d'être vérifié. Tu as besoin de vitamines, probablement d'un suivi. Nous ne pouvons pas juste espérer que tout va bien et l'ignorer, mais si elle le dit à quelqu'un, et si elle me signale. » Martha Chen a accouché des bébés dans ces collines pendant 20 ans. La moitié d'entre eux a des femmes qui ne pouvaient pas se permettre les hôpitaux, qui n'avaient pas d'assurance, qui avaient leurs propres raisons de rester hors du système. Elle ne va signaler personne à personne. Isabelle est restée silencieuse un long moment. Sa main a glissé vers son ventre, s'y reposant de manière protectrice. « Ils me trouveront finalement », elle a dit doucement. « Mon grand-père a des ressources que vous ne pouvez imaginer. Des enquêteurs privés, des connexions dans les forces de l'ordre, des gens qui lui doivent des faveurs à tous les niveaux. Ce n'est qu'une question de temps. Alors nous ferions mieux de nous assurer que toi et ce bébé êtes en bonne santé quand ils le feront. » Evelyn a dit fermement. « Parce que quoi qu'il arrive ensuite, tu auras besoin de ta force. » Martha Chen est arrivée ce soir-là après ses heures de clinique habituelles. C'était une petite femme au début de la 50aine, avec des cheveux noirs striés d'argent, tirés en un chignon pratique et des yeux bienveillants, qui avait vu à peu près tout ce que le Kentucky Rural pouvait lui jeter. Elle accouchait des bébés dans des caravanes et des manoirs, dans des camionnettes et des baignoires dans des circonstances qui allaient de joyeuses à tragiques. Rien ne la surprenait plus, sauf peut-être ceci. Evelyn Hart, elle a dit, posant son sac médical sur la table de la cuisine et tirant la femme âgée dans une étreinte. « Je ne vous ai pas vu depuis les funérailles de maman. Comment vous en sortez-vous ici toute seule? » « Je me débrouille. Merci d'être venue, Martha. Je sais que c'est un trajet pour vous, à tout moment maintenant. Où est cette patiente à propos de laquelle vous étiez si mystérieuse au téléphone? » Evelyn l'a conduite à la chambre où Isabelle était assise contre les oreillers, l'air terrifié. Martha a jeté un œil à l'adolescente enceinte, aux contusions qui s'estompaient, aux yeux hantés, et son expression a changé en quelque chose de prudent et de professionnel. « Bonjour », elle a dit doucement, posant son sac sur la commode. « Je suis Martha, je suis sage-femme, ce qui signifie que j'aide à faire venir les bébés au monde. Madame Hart me dit que vous avez traversé une période difficile et que vous avez besoin de soins. Est-ce que je peux vous examiner? » Isabelle a jeté un coup d'œil à Evelyn, qui a hoché la tête de manière encourageante. « D'accord, » elle a dit doucement. L'examen a duré environ 30 minutes. Martha a vérifié la tension artérielle d'Isabelle,
a écouté son cœur et ses poumons, et palpé son abdomen, et a utilisé un Doppler portable pour trouver le rythme cardiaque du bébé. Quand le rapide whoosh-whoosh a rempli la pièce, les yeux d'Isabelle se sont agrandis. C'est ton bébé, Martha a dit avec un sourire. Battement de cœur fort, bon et rapide, juste comme il devrait être. Tu mesures environ 22 semaines, ce qui correspond à ce que tu m'as dit sur tes dates. Le bébé bouge bien, répond au stimuli. Tout semble bon de ce côté. Vraiment? La voix d'Isabelle s'est brisée. J'étais si inquiète. Je n'ai pas beaucoup mangé à l'endroit où j'étais avant et puis marché tout ce chemin dans le froid. Les bébés sont résilients. Ils prennent ce dont ils ont besoin de maman. Ce qui m'amène à mes préoccupations. L'expression de Martha est devenue plus sérieuse. Tu es significativement en sous-poids. Ta tension artérielle est passeuse et je vois des signes de déshydratation malgré les meilleurs efforts de Madame Hart. Tu as besoin de vitamines prénatales que je peux te fournir. Tu as besoin de manger beaucoup plus que tu ne l'as fait. Et tu as besoin de repos. J'ai reposé. Un vrai repos, pas seulement dormir parce que ton corps s'est effondré. Un repos sans stress, sans peur, sans fuite. Martha l'a regardé fixement. Madame Hart m'a donné une version très brève de ta situation. Je n'ai pas besoin de détails, je ne veux pas de détails, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Le stress est dangereux pour les femmes enceintes. Il augmente les niveaux de cortisol. Cortisol affecte le flux sanguin vers le placenta, peut déclencher un travail prématuré. Quoi qu'il se passe dans ta vie, ce bébé a besoin que tu trouves un peu de paix. Au moins pour les prochains mois, la mâchoire d'Isabelle s'est serrée. La paix n'est pas vraiment une option en ce moment. Alors nous en ferons une, Evelyn a dit depuis l'embrasure de la porte. Un jour à la fois, un problème à la fois. Laisse-nous t'aider, chérie. Martha a rangé son sac et a laissé une bouteille de vitamines prénatales, un tensiomètre pour le suivi et des instructions strictes pour la nutrition et le repos. À la porte, elle a tiré Evelyn à part. Cette fille est à moitié morte de peur, elle a dit doucement. Pas juste inquiète, vraiment terrifiée. J'ai déjà vu ce regard, Evelyn, généralement chez les femmes qui fuient des maris violents. Ce n'est pas un mari, j'ai supposé. Ce n'est pas mes affaires qui sait, mais celui qui lui a fait si peur. Il ne joue pas. Êtes-vous sûr de savoir dans quoi vous vous engagez? Evelyn y a pensé. Vraiment y a pensé. Elle avait 74 ans, vivant avec un revenu fixe dans une maison qui avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait se permettre. Elle n'avait pas de famille, sauf une sœur au Tennessee, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Pas de vraie connexion, pas de ressources, pas de pouvoir. Et quelque part là-bas, un milliardaire cherchait la fille qui dormait dans sa chambre d'amis. Non, elle a admis. Je ne suis pas sûr du tout, mais je le fais quand même. Martha l'a étudié un instant, puis a hoché la tête lentement. Tu as toujours été têtue comme une mule, Evelyn Hart, juste comme ta maman. Elle a fouillé dans sa poche et a sorti une carte. C'est mon portable personnel. Tout ce qui arrive, quoi que ce soit, vous m'appelez, jour ou nuit. Compris? Je comprends. Merci, Martha. Ne me remerciez pas encore. J'ai l'impression que ça va empirer avant de s'améliorer. Le premier signe de problème est venu 6 jours après l'arrivée d'Isabelle. Evelyn était allée en ville pour faire les courses, laissant à Isabelle des instructions strictes de rester à l'intérieur, de rester silencieuse et de ne répondre à personne à la porte. Elle était partie peut-être 2 heures, plus longtemps que d'habitude parce que les routes étaient verglacées et qu'elle faisait attention. Quand elle est rentrée, Isabelle était pâle et tremblante. « Quelqu'un est venu », elle a chuchoté. « Un homme ?» Il a frappé à la porte, a dit qu'il cherchait une fille disparue, a dit qu'elle aurait pu passer par cette zone, a demandé si j'avais vu quelque chose d'inhabituel. Le sang d'Evelyn s'est glacé. « Il t'a vu ?» ?»« Non. Je me suis caché dans le placard comme tu as dit. Mais il a fait le tour de la maison. Je pouvais le voir par la fenêtre de la chambre, regardant la propriété. Il a pris des photos.
Des photos de quoi? La maison, la grange, les traces de pneus dans la neige. Evelyn s'est assise lourdement sur la chaise de cuisine. Elle savait que cela allait arriver. Elle savait qu'il chercherait, mais elle ne s'y était pas attendue si tôt. À quoi ressemblait-il? Grand, homme blanc, peut-être 40 ans, beau manteau, chaussures chères. Il n'était pas d'ici. Sa voiture avait des plaques de Virginie. Virginie où se trouvait le domaine principal de la famille Sinclair, d'où Isabelle s'était échappée. Il reviendra, Isabelle a dit, sa voix se brisant. Ils savent que je suis dans cette zone. Ils fouillent chaque maison, chaque propriété. Ce n'est qu'une question de temps, alors nous nous assurons qu'il ne trouve rien quand il revient, Evelyn a dit fermement. Allez, nous devons déplacer certaines choses. Elles ont passé l'heure suivante à réorganiser les quelques affaires d'Isabelle, les vêtements qu'Evelyn lui avait donnés, les vitamines prénatales. Le tensiomètre était caché dans un panneau derrière le placard de la chambre d'Evelyn, un espace que Errol avait construit il y a des années pour ranger des documents importants. La chambre d'amis a été rendue inoccupée, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Si quelqu'un vient pendant que je suis ici, tu vas directement à ce panneau, Evelyn a instruit. Il y a assez de place pour que tu puisses t'asseoir à l'intérieur. Tu restes silencieuse. Tu restes immobile. Et tu ne sors pas avant que je te dise que c'est sûr. Compris? Isabelle a hoché la tête, mais ses yeux étaient pleins de désespoir. C'est ma faute, je vous ai mis en danger. Ces gens, vous ne comprenez pas de quoi ils sont capables. Je commence à avoir une idée, Evelyn a dit sèchement. Mais, chérie, je suis une vieille femme vivant seule au milieu de nulle part. J'ai été invisible toute ma vie. Personne ne me regarde deux fois. C'est un avantage en ce moment. Mais s'ils découvrent que vous m'aidez, alors nous nous en occuperons quand cela arrivera. En ce moment, nous nous concentrons sur ta sécurité et celle de ce bébé. Un jour à la fois, tu te souviens? L'homme est revenu 3 jours plus que. Cette fois, Evelyn était à la maison. Elle a vu sa berline noire s'arrêter dans l'allée et a juste eu assez de temps pour presser Isabelle dans le panneau caché avant que l'on ne frappe à la porte. Elle a pris une grande inspiration, a arrangé son visage en une expression d'innocence âgée confuse et a ouvert. « Bonjour, madame. » L'homme était exactement comme Isabelle l'avait décrit, grand, bien habillé, avec un sourire facile qui n'atteignait pas ses yeux. « Désolé de vous déranger. Mon nom est Reynolds. Je suis un détective privé. » Il lui a montré un badge qui avait l'air officiel, mais n'était pas des forces de l'ordre. Evelyn l'a plissé des yeux comme si elle ne pouvait pas tout à fait lire les petits caractères. Un quoi maintenant? Un détective privé. J'ai été engagé pour localiser une fille disparue. Elle a 17 ans, est enceinte, possiblement confuse et a besoin d'attention médicale. Sa famille est très inquiète pour elle. « Oh mon Dieu, » Evelyn a dit, pressant une main sur sa poitrine. « Cela semble terrible. À quoi ressemble-t-elle? » Reynolds a sorti une photographie. C'était Isabelle, un portrait professionnel, probablement pris au cours de la dernière année. Elle portait des perles et un pull en cachemire, ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire exercé et poli. Elle ne ressemblait en rien à la fille effrayée et débraillée qui s'était effondrée dans le jardin arrière d'Evelyn. C'est Isabelle Sinclair. Elle a disparu d'un établissement médical en Virginie il y a environ 2 semaines. Nous pensons qu'elle a pu voyager à travers cette zone. Sinclair Evelyn a répété lentement comme si elle essayait de situer le nom. Cela semble familier. Sont-ils célèbres ou quelque chose? La famille a des intérêts commerciaux. La chose importante est que cette fille a besoin d'aide. Elle n'est pas bien, madame. Elle a des antécédents de maladie mentale et être sans ses médicaments pourrait être dangereux pour elle et pour le bébé. Evelyn a étudié la photographie un long moment, puis a secoué la tête. « Je suis désolé. Je n'ai vu personne comme ça par ici. Il a fait si froid dernièrement. Je ne suis pas beaucoup sorti. Juste en ville pour les courses chaque semaine environ. Puis-je demander depuis combien de temps vous vivez ici? » 47 ans.
Mon mari et moi avons acheté cet endroit quand nous étions jeunes mariés. Il est décédé il y a environ 12 ans. C'est juste moi maintenant. Ça doit être solitaire. Oh, je reste occupé. J'ai mon jardin en été, mes émissions en hiver. Les dames de l'église passent parfois. Reynolds a hoché la tête, ses yeux scannant les parties visibles de la maison derrière elle. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dernièrement? Des voitures étranges sur la route, des gens qui passaient et qui semblaient déplacés. Je ne peux pas dire que oui, mais comme je l'ai dit, je ne sors pas beaucoup à cette période de l'année. Il a souri ce sourire froid à nouveau. Eh bien, si vous voyez quoi que ce soit, j'apprécierais un appel. Il lui a tendu une carte de visite. Il y a une récompense, vous savez, substantielle. La famille est très motivée pour trouver leur fille. Evelyn a pris la carte, la tenant près de son visage comme si elle avait du mal à la lire. Une récompense, vous dites? Combien? 50 000 $ pour des informations menant à son rétablissement en toute sécurité. 50 000 $. Plus d'argent qu'Evelyn n'en avait vu de toute sa vie. Assez pour réparer le toit, remplacer la fournaise, payer les impôts fonciers avec lesquels elle luttait. Assez pour rendre ses dernières années confortables au lieu d'une lutte constante. Elle a regardé la carte, puis Reynolds, puis de nouveau la carte. C'est très généreux, elle a dit. Je garderai certainement les yeux ouverts. Merci, madame. Passez une bonne journée. Elle l'a regardé retourner à sa voiture, monter dedans et partir. Elle laisse rester à la porte jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au virage de la route. Puis elle est rentrée, a verrouillé la porte et s'y est appuyée, son cœur battant. Ce n'est qu'alors qu'elle a déchiré la carte de visite en petits morceaux et l'a jetée à la poubelle. 50 000 $, Isabelle a dit quand Evelyn l'a laissé sortir du panneau. Vous auriez pu me livrer. Vous auriez pu l'appeler juste là et collecter assez d'argent pour changer toute votre vie. J'aurais pu, Evelyn a acquiescé. Pourquoi n'avez-vous pas? Evelyn s'est assise sur le bord de son lit, soudainement épuisée. La rencontre lui avait pris plus qu'elle ne s'y était attendue. La peur, le jeu, la conscience qu'un seul mot de travers aurait pu tout faire échouer. Quand j'avais votre âge, elle a dit lentement. J'étais dans une situation pas comme la vôtre, mais similaire à certains égards. J'étais seul, j'avais peur, et je n'avais nulle part où aller. Une femme m'a aidé, une étrangère. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu me renvoyer, me dire que ce n'était pas ses affaires, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a laissé rester dans sa maison pendant 2 semaines, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Que lui est-il arrivé? Elle est morte environ 10 ans plus jeune, cancer. Je suis allé à ses funérailles. Il y avait tant de gens là-bas, tous avec des histoires comme la mienne. Des gens qu'elle avait aidés quand ils n'avaient personne d'autre. C'est qui elle était. C'est qui elle a choisi d'être. Evelyn a regardé Isabelle, cette fille qui avait traversé tant de choses et avait encore tant de choses devant elle. Cette femme a changé ma vie, elle a dit. Pas parce qu'elle m'a donné de l'argent ou résolu mes problèmes, mais parce qu'elle m'a montré qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, des gens qui aident juste parce que c'est juste. J'ai essayé d'être cette personne depuis. De petite manière, principalement en nourrissant les enfants à l'école qui avaient faim, en aidant les voisins quand ils en avaient besoin. Rien de grandiose. Elle a tendu la main et a pris celle d'Isabelle. C'est la première fois que j'ai la chance de faire quelque chose de plus grand, de faire réellement une différence pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Vous pensez que je vais échanger ça contre 50 000 $? Chérie, il n'y a pas assez d'argent dans le monde. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas ça. Je ne vous mérite pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Evelyn a dit fermement. L'aide n'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est quelque chose que tu donnes parce que tu peux. Parce que quelqu'un en a besoin. C'est tout. Mais la visite de l'enquêteur a changé les choses. Elle ne pouvait plus supposer qu'elles étaient en sécurité. Reynolds avait été minutieux, marchant autour de la propriété, prenant des photographies. Même s'il ne soupçonnait rien encore,
il pourrait revenir. Il pourrait surveiller la maison. Il pourrait parler aux voisins qui mentionneraient avoir vu la voiture d'Evelyn, faisant plus de voyages en ville que d'habitude, achetant plus d'épicerie qu'une vieille femme n'en aurait besoin. Elles avaient besoin d'aide. Une vraie aide. Le genre qu'Evelyn ne pouvait pas fournir seule. Le lendemain matin, elle s'est rendue à l'église baptiste de la ville où elle était membre depuis 50 ans. Elle n'est pas passée par l'entrée principale. Au lieu de cela, elle est allée à l'arrière vers un petit bâtiment qui abritait le bureau des services communautaires de l'église. Le pasteur James Whitfield avait 63 ans et dirigeait cette congrégation depuis presque 3 décennies. C'était un grand homme avec une grande voix et un cœur encore plus grand. Il avait marié Evelyn et Harold en 1976. Il avait présidé les funérailles de Harold en 2012. Il avait pris des nouvelles d'Evelyn régulièrement au fil des ans, bien que dernièrement ses prises de nouvelles soient devenues moins fréquentes à mesure que sa propre santé déclinait. Il était assis à son bureau quand Evelyn a frappé à la porte, triant des papiers pour la banque alimentaire de l'église. Evelyn Hart, il a dit, son visage se fendant d'un large sourire. Maintenant, c'est une surprise. Entrez, entrez, asseyez-vous. Voulez-vous du café? Non, merci, pasteur. Je suis ici parce que j'ai besoin de votre aide. Et j'ai besoin que vous me promettiez, avant que je dise quoi que ce soit d'autre, que cette conversation reste entre nous. Le sourire du pasteur Whitfield s'est estompé. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec la perception aiguë qui venait de décennies d'écouter des confessions et des secrets. « Vous avez des problèmes, » il a dit. « Ce n'était pas une question, pas à moi. Quelqu'un que j'aide. Une jeune fille. Elle est enceinte et elle fuit des gens qui veulent lui faire du mal. Des gens riches, des gens puissants, et je ne sais pas comment la protéger seule. Elle lui a tout raconté, toute l'histoire. De la découverte d'Isabelle dans la neige à la visite de l'enquêteur hier. Elle lui a parlé des Sinclair, de la mort de Daniel, de l'établissement privé, de la récompense de 50 000 $. Quand elle a fini, le pasteur Whitfield est resté silencieux un long moment. « C'est dangereux, Evelyn. » Il a finalement dit, « Vous savez que ce ne sont pas des gens du coin avec qui vous traitez. Ils ont des ressources, des connexions, des avocats. Ils pourraient vous rendre la vie très difficile. Je sais. Vous pourriez partir. Personne ne vous blâmerait. Vous avez fait plus que la plupart ne feraient. Je pourrais, Evelyn a acquiescé, mais je ne le ferai pas. » Le pasteur Whitfield a hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors nous ferions mieux de faire des plans. » Au cours de la semaine suivante, un petit réseau a commencé à se former. Le pasteur Whitfield a contacté quelques membres de confiance de sa congrégation, des gens qu'il savait capables de garder un secret, des gens qui avaient leur propre raison de se méfier des étrangers riches qui venaient poser des questions. Il y avait Earl Thompson, un ancien shérif adjoint qui avait passé 30 ans dans les forces de l'ordre et savait comment les enquêteurs travaillaient, ce qu'ils cherchaient, comment ils traquaient les gens. Il a commencé à conseiller Evelyn sur la sécurité, comment varier ses routines, comment vérifier si elle était suivie, comment repérer la surveillance. Il y avait Margaret Chen, la sœur aînée de Martha, qui gérait un réseau de refuges informels dans tout le comté pour les femmes fuyant la violence domestique. Elle n'a pas posé de questions sur la situation d'Isabelle, elle a simplement offert des ressources, de faux documents d'identification, de l'argent d'urgence, des moyens de transport s'il devait se déplacer rapidement. Il y avait Bobby Wilson, un jeune homme qui travaillait au bureau du greffier du comté et devait une dette au pasteur Whitfield depuis une époque où le pasteur l'avait empêché d'aller en prison pour une stupide erreur qu'il avait commise adolescent. Bobby a commencé à surveiller toutes les enquêtes officielles concernant la propriété ou les antécédents d'Evelyn, et qu'il y avait Rosa Martinez qui nettoyait des maisons pour des familles riches dans la ville de villégiature voisine et entendait des choses sur des détectives privés posant des questions. Des choses sur des étrangers offrant de l'argent pour des informations, des choses sur une famille milliardaire de Virginie
qui cherchaient apparemment quelqu'un dans la région. Ils ont étendu la recherche, Rosa a rapporté, lors d'une de ses visites à la maison d'Evelyn, ostensiblement pour déposer des vêtements de maternité usagés dont sa fille n'avait plus besoin. Plus d'enquêteurs. Ils font du porte-à-porte dans 3 comtés maintenant et ils ont embauché des gens locaux pour aider, des gens qui connaissent la région. Evelyn a absorbé cette information avec un sentiment de malaise. Le nœud se resserrait. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne fasse un lien, avant que quelqu'un ne voie quelque chose, avant que quelqu'un ne parle. Mais pour l'instant, elles étaient toujours en sécurité. Pour l'instant, Isabelle était toujours cachée. 3 semaines après l'arrivée d'Isabelle, elle a finalement commencé à se détendre. Pas complètement. La peur n'a jamais entièrement quitté ses yeux, et elle tressaillait encore aux sons inattendus, regardait encore les fenêtres constamment, dormait encore la main sur son ventre, comme pour protéger le bébé des menaces même dans ses rêves. Mais elle mangeait plus, prenait du poids, ses joues s'étaient remplies, son teint s'était amélioré et son énergie revenait. Martha Chen venait chaque semaine la vérifier, rapportant toujours que le bébé grandissait bien, battements de cœur forts, mouvements sains, et elle et Evelyn étaient devenues quelque chose comme une famille. Elles associaient leur soirée à parler de tout et de rien. Isabelle racontait des histoires de son enfance, la solitude sous le luxe, la pression des attentes, le sentiment constant de ne jamais être assez. Evelyn partageait des souvenirs de Harold, du bébé qu'elles avaient perdu, des 30 ans d'enfants qui étaient passés par sa ligne de cafétéria. « Vous auriez été une mère incroyable », Isabelle a dit un soir, assise sur le canapé avec une tasse de chocolat chaud, une couverture sur ses jambes. La façon dont vous prenez soin des jeunes, la façon dont vous remarquez ce dont ils ont besoin. « J'étais une mère », Evelyn a dit doucement, juste pas de la manière traditionnelle. Chaque enfant que j'ai nourri, chaque personne pour qui je me suis inquiété, chaque personne que j'ai signalée au conseiller, quand je voyais des contusions ou entendais des choses qui m'effrayaient, ils étaient miens d'une certaine manière pendant quelques heures par jour au moins. C'est beau, c'est de la survie. Vous trouvez un sens là où vous pouvez. Vous faites une famille avec ce que vous avez. Isabelle est restée silencieuse un moment, puis j'ai pensé à des noms pour le bébé. « Oh, dis-moi si c'est un garçon », Daniel après son père. Mais si c'est une fille, elle a hésité. Je pensais peut-être à Evelyn, si ça vous va. Evelyn a senti des larmes monter à ses yeux. Elle les a ravalées, mais sa voix était enrouée quand elle a parlé. Ce serait plus que bien, chérie. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Mais même alors qu'elle construisait cette paix fragile, le monde extérieur se refermait. Reynolds, l'enquêteur, avait été vu en ville 3 autres fois posant des questions, montrant la photographie d'Isabelle, offrant des récompenses qui ne cessaient d'augmenter. 60 000 maintenant, puis 75 000, il n'était pas le seul. La rumeur se répandait à travers le réseau de Rosa que la famille Sinclair avait engagé plusieurs firmes, qu'ils avaient des gens qui cherchaient dans 5 États, qu'ils offraient des bonus pour toute piste, toute observation, toute information. Quelqu'un finirait par parler. Dans un comté pauvre où 75 000 $ représentaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 2 ans, quelqu'un déciderait que l'argent était plus important que le principe. Ce n'était pas une question de si, seulement de quand. Et Evelyn, couchée éveillée la nuit, écoutant la respiration paisible d'Isabelle dans la pièce voisine, savait que lorsque ce moment viendrait, elle devrait être prête parce qu'elle n'avait pas sauvé la vie de cette fille, juste pour la perdre maintenant. Pas quand elles étaient allées si loin. Pas quand elles avaient enfin quelque chose pour quoi se battre. L'appel est arrivé un mardi matin fin février. Evelyn était dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Des œufs brouillés au fromage, du pain grillé au beurre, un verre de jus d'orange enrichi des vitamines supplémentaires que Martha avait recommandées. Isabelle était maintenant enceinte de presque 7 mois, son ventre rond et proéminent, le bébé actif et donnant des coups de pied à toutes heures. Quand le téléphone a sonné, Evelyn a failli ne pas y répondre.
Elle était devenue méfiante des appels téléphoniques dernièrement, se méfiant des numéros inconnus, prudente de tout ce qui pourrait être quelqu'un à la recherche d'informations. Mais l'identification de l'appelant montrait le nom du pasteur Whitfield, Evelyn. Sa voix était tendue, urgente. « Nous avons un problème. Pouvez-vous parler? » Elle a jeté un coup d'œil vers la chambre où Isabelle dormait encore. « Oui. Qu'est-ce que c'est? Bobby vient de m'appeler du bureau du greffier. Quelqu'un a déposé des papiers ce matin demandant des dossiers sur votre propriété. Documents fiscaux, historique des titres de propriété, tout privilège ou réclamation. Ils ont utilisé un cabinet d'avocats comme façade, mais Bobby a reconnu un des noms sur le dossier. C'est lié à la famille Sinclair. » La main d'Evelyn s'est serrée sur le téléphone. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il vous regarde spécifiquement maintenant. Pas juste en cherchant dans la zone, mais en vous enquêtant réellement votre propriété, votre histoire, vos finances. Evelyn, je pense que quelqu'un a parlé. La pièce a semblé s'incliner légèrement. Evelyn a attrapé le comptoir pour se stabiliser. Qui? Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être quelqu'un qui a vu quelque chose ou quelqu'un qui est juste devenu cupide. La récompense est maintenant à 100 000. C'est de l'argent qui change une vie pour les gens d'ici. 100 000 $. Le chiffre l'a frappé comme un coup physique. Pour autant d'argent, les gens trahiraient leur propre mère. Que dois-je faire pour l'instant? Rien de différent. Agir normalement. S'ils vous regardent, tout changement soudain confirmera leurs soupçons. Mais, Evelyn, vous devez commencer à penser aux éventualités. S'ils viennent la chercher avec l'autorité légale, s'ils se présentent avec la police et les papiers, il n'y aura pas grand-chose que l'un d'entre nous puisse faire. Elle a 17 ans, presque 18. Ils ne peuvent pas juste la prendre. C'est une mineure avec des antécédents documentés de maladie mentale qui s'est échappée d'un établissement de traitement. Ils peuvent absolument la prendre, et ils le feront. Les Sinclair ont des avocats spécialisés dans ce domaine. Ils ont probablement déjà préparé le terrain. Evelyn a fermé les yeux. Elle savait que cela allait arriver. Elle savait depuis le début qu'elle ne pourrait pas protéger Isabelle pour toujours. Que finalement le poids de la fortune des Sinclair s'abattrait sur elle comme un rosse de marée. Mais elle avait espéré plus de temps, juste un peu plus de temps. Son anniversaire est le 15 mars. Elle a dit dans 3 semaines. Si elle peut atteindre 18 ans, alors elle est adulte et ils perdent la plupart de leur levier légal. Je sais que c'est ce que nous visons, mais 3 semaines, c'est long, Evelyn. Beaucoup de choses peuvent arriver, alors nous nous assurons que rien n'arrive. Elle n'a pas parlé à Isabelle de l'appel, pas tout de suite. La fille allait finalement bien, vraiment bien. Le regard hanté avait disparu de ses yeux. Elle riait parfois maintenant de choses stupides à la télévision ou d'histoires qu'Evelyn racontait sur ses années à l'école. Elle parlait de l'avenir, d'élever son bébé, de peut-être retourner à l'école un jour, de construire une vie qui serait la sienne et la sienne seule. Evelyn ne pouvait pas supporter de lui prendre ça. Pas encore. Pas quand il pourrait encore y avoir une chance. Au lieu de cela, elle a discrètement accéléré leurs préparatifs. Le réseau de Margaret Chen avait fourni des documents, un certificat de naissance, une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, le tout sous un nom différent. Sarah Mitchell, 22 ans, née au Tennessee. Les papiers ne tiendraient pas à un examen sérieux, mais cela pourrait gagner du temps en cas d'urgence. Earl Thompson a montré à Evelyn 3 itinéraires différents pour quitter sa propriété qui n'utilisaient pas la route principale. À travers les bois jusqu'à un chemin d'accès au feu, à travers les 40 acres arrière jusqu'à une ferme voisine dont le propriétaire était sympathique, à travers le lit de la crique gelée à cette période de l'année, jusqu'à une église à 2 miles de là qui avait déjà caché des gens. Et Rosa Martinez, que Dieu la bénisse, avait recueilli des informations. L'enquêteur principal Reynolds, il a été rappelé. Elle a rapporté lors d'une de ses visites
Quelqu'un de plus haut gradé arrive. Une femme. La rumeur dit que c'est celle qu'ils font venir quand les choses deviennent sérieuses. Qu'est-ce que cela signifie, sérieuse? Rosa a hésité. Cela signifie qu'ils ont fini de jouer les gentils. La famille est frustrée. Ils s'attendaient à la trouver maintenant. Ils vont commencer à faire pression. Pression sur qui? Tout le monde. Quiconque pourrait savoir quoi que ce soit. Ils menaceront des emplois, feront valoir des dettes, utiliseront tout le levier qu'ils ont. Ces gens ne perdent pas, Evelyn. Ils continuent juste de pousser jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. La femme est arrivée 3 jours plus tard. Son nom était Catherine Wells et elle ne ressemblait en rien à Reynolds. Là où il avait été lisse et charmant, elle était froide et efficace. Là où il avait posé des questions et offert des récompenses, elle faisait des déclarations et impliquait des conséquences. Elle est venue à la porte d'Evelyn à 8h30 du matin, quand la lumière était brillante et dure, quand il n'y avait nulle part où se cacher. Madame Hart, ce n'était pas une question. Mon nom est Catherine Wells. Je travaille pour la famille Sinclair. Puis-je entrer? Evelyn s'est tenue dans son embrasure de porte, bloquant l'entrée avec sa petite silhouette âgée. « J'ai déjà parlé à votre collègue, » lui a dit. « Je ne sais rien d'une fille disparue. Je suis consciente de ce que vous avez dit à M. Reynolds. Je suis également consciente qu'au cours des semaines depuis cette conversation, vous avez augmenté vos achats d'épicerie d'environ 40%. Vos factures de services publics ont augmenté malgré le temps plus doux, et vous avez eu plusieurs visites d'une sage-femme qui ne voit généralement les patientes que dans sa clinique. » Le cœur d'Evelyn battait la chamade, mais elle a gardé son visage neutre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Hart. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. Je sais qu'Isabelle Sinclair est dans votre maison. Je le sais depuis environ 2 semaines. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous avez choisi d'héberger une adolescente mentalement instable qui est un danger pour elle-même et pour son enfant à naître. Si vous saviez qu'elle était ici, pourquoi n'avez-vous pas simplement appelé la police? » Catherine a souri. Ce n'était pas une expression agréable. Parce que la famille Sinclair préfère gérer les affaires en privé lorsque c'est possible. Impliquer les forces de l'ordre signifie impliquer les médias, et cette famille valorise sa vie privée. Je suis ici pour vous offrir une opportunité de résoudre cela discrètement. Une opportunité. Rendez Isabelle aux soins de sa famille et vous recevrez 200 000 $, assez pour réparer cette maison, payer vos dettes et vivre confortablement pour les années qu'il vous reste. Refusez et je vous rendrai la vie extraordinairement difficile. Je ferai examiner chaque aspect de votre histoire par des enquêteurs. Je trouverai chaque erreur que vous avez jamais commise, chaque entorse que vous avez jamais faite, chaque loi que vous avez jamais contournée. Et quand j'aurai fini, vous perdrez cette propriété, votre réputation et très probablement votre liberté. Evelyn a regardé cette femme debout sur son porche, cette femme polie et puissante dans son manteau cher et ses chaussures de designer, menaçant une vieille dame dans le Kentucky rural, comme si c'était juste un autre élément de sa liste de choses à faire. Et quelque chose en Evelyn a changé. Elle avait passé toute sa vie à être silencieuse, à être arrangeante, à être la personne qui ne faisait pas de vagues, qui acceptait ce qu'on lui donnait, qui ne demandait pas plus que sa petite part du monde. Elle en avait fini avec ça maintenant. « Vous savez ce que je pense? » Evelyn a dit, sa voix ferme et claire. « Je pense que vous avez peur. Je pense que votre famille, le fantaisiste avec tout son argent et tous ses avocats, ne peut pas trouver une adolescente enceinte, et ça les rend fous. Je pense qu'ils ont l'habitude d'acheter tout ce qu'ils veulent et qu'ils ne peuvent pas sortir en achetant et qu'ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. » Le sourire de Catherine a légèrement vacillé. « Madame Hart, je n'ai pas fini. Vous venez à ma porte et vous me menacez. Vous parlez d'enquêter sur mon histoire, de trouver mes erreurs. Allez-y. J'ai été pauvre toute ma vie. J'ai été invisible. Je n'ai rien à cacher et rien à perdre.
Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un qui a déjà renoncé à tout ce qui compte. Elle s'est approchée, ses yeux fixés sur ceux de Catherine. Mais je vais vous dire de quoi vous devriez avoir peur. Dans 3 semaines, cette fille aura 18 ans. Et quand elle le fera, toutes vos astuces légales, tout votre argent, tous vos détectives privés, rien de tout cela ne signifiera quoi que ce soit. Elle sera adulte, libre de faire ses propres choix, et elle va choisir de ne plus jamais voir aucun d'entre vous. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Je comprends exactement à qui j'ai affaire. Des gens riches qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Des gens riches qui ont tué le petit ami de cette fille parce qu'il n'était pas assez bien pour leur famille. Des gens riches qui préféreraient détruire leur propre petite fille plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. J'ai déjà vu votre genre. Vous pensez toujours que vous êtes meilleur que tout le monde. Vous pensez toujours que les règles ne s'appliquent pas à vous. Evelyn a souri maintenant et c'était féroce, presque sauvage. Mais voici le truc avec les règles. Elles existent pour une raison et finalement, tout le monde doit les suivre. Même vous. Catherine l'a regardé un long moment. Son calme s'était légèrement fissuré, révélant quelque chose en dessous qui aurait pu être de la colère ou de la peur. Vous faites une terrible erreur, Madame Hart. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle le shérif et que je vous fasse expulser pour intrusion. Catherine est partie, mais alors qu'elle retournait à sa voiture, elle s'est tournée et a appelé « 3 semaines, c'est long, Madame Hart. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 semaines. » La menace a plané dans l'air comme de la fumée. Isabelle avait tout entendu. Quand Evelyn est rentrée, elle a trouvé la fille debout dans le couloir, le visage pâle, les mains pressées contre son ventre. Ils savent que je suis ici. Oui, ils le savaient depuis des semaines, apparemment. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Pourquoi ne m'ont-ils pas simplement prise s'ils savaient? Parce qu'ils voulaient le faire discrètement, parce qu'ils espéraient éviter une scène. Evelyn a pris ses mains, les a tenues fermement, mais cette femme vient de faire une erreur. Elle a montré sa main. Maintenant, nous savons à quoi nous avons affaire et nous pouvons planifier en conséquence. Planifier quoi? Vous l'avez entendu. Elle a dit qu'elle vous détruirait. Elle a dit beaucoup de choses, des mots. C'est tout ce qu'ils sont. Des mots d'une femme effrayée qui n'a plus d'option. Evelyn lui a serré les mains. Écoute-moi. 3 semaines. C'est tout ce dont nous avons besoin. 3 semaines jusqu'à ton anniversaire et alors tout change. Nous devons juste tenir 3 semaines de plus. Mais s'ils n'attendent pas, et s'ils reviennent avec les polices, avec des avocats, alors nous courons. Nous avons des plans pour ça. Nous avons des gens qui nous aideront. La voix d'Evelyn était calme, ferme, certaine. Je ne vais pas les laisser te prendre, chérie. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, où que nous devions aller, nous sommes là-dedans ensemble. Isabelle s'est alors effondrée, sanglotant, tremblant, toute la peur qu'elle avait retenue pendant des mois, le submergeant finalement. Evelyn l'a tenue, cette fille qui était devenue comme une fille, ce bébé qui était presque une petite fille, et l'a laissé pleurer. Je suis si désolé. Isabelle a haleté entre des sanglots. J'ai ruiné votre vie. Vous alliez bien avant que je ne vienne. Vous étiez en sécurité. Et maintenant? Maintenant, j'ai un but, Evelyn a dit doucement. Maintenant, j'ai quelqu'un pour qui me battre. Chérie, j'ai passé 12 ans seul dans cette maison à attendre de mourir. Tu m'as donné une raison de vivre. N'ose pas t'excuser pour ça. Les 2 semaines suivantes ont été un siège. Catherine Wells n'est pas revenue à la maison. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a mené la guerre à distance, utilisant tous les outils à sa disposition. Le compte bancaire d'Evelyn a été gelé. Une enquête de routine sur une fraude potentielle. Ils ont dit que ce serait résolu éventuellement, mais en attendant, elle n'avait pas accès à ses économies. Ses impôts fonciers ont été soudainement remis en question.
Une erreur de bureau il y a 15 ans, apparemment jamais correctement résolue. Le comté menaçait de mettre une hypothèque sur sa maison. La compagnie d'électricité a envoyé un avis disant que son service serait déconnecté en raison de factures impayées. Des factures qu'elle avait définitivement payées avec des reçus pour le prouver, mais d'une manière ou d'une autre, le paiement avait été perdu. Un par un, les systèmes qui maintenaient sa vie en marche étaient retournés contre elle, morts par mille coupes bureaucratiques. Mais Evelyn ne se battait plus seule. Le réseau du pasteur Whitfield s'est rallié autour d'elle. Quand son compte bancaire a été gelé, Earl Thompson a apporté de l'argent de ses propres économies. Quand son électricité a été menacée, Bobby Wilson a appelé des gens qu'il connaissait à la compagnie d'électricité et a fait retarder la déconnexion. Quand le problème des impôts fonciers a fait surface, un avocat de 2 comtés plus loin, quelqu'un que Margaret Chen connaissait, a accepté de le prendre pro bono. L'Église a apporté de la nourriture, les voisins ont apporté du bois de chauffage. Rosa Martinez a apporté des informations, des mises à jour sur ce que les enquêteurs des Sinclair faisaient, où ils cherchaient, ce qu'ils planifiaient. Et à travers tout cela, Isabelle est devenue plus forte. Elle a cessé de s'excuser, a cessé de pleurer, a cessé de se traiter comme une victime attendant d'être attrapée. Quelque chose avait changé en elle pendant cette conversation avec Catherine Wells. Entendre Evelyn la défendre, se battre pour elle, refuser de reculer, cela avait éveillé quelque chose. « J'en ai marre d'avoir peur », elle a dit un soir, sa main reposant sur son ventre massif. Le bébé devait naître dans 8 semaines maintenant. En bonne santé et active, donnant des coups de pied si forts parfois qu'on pouvait voir son ventre bouger. J'en ai marre de les laisser me contrôler. Quoi qu'il arrive, je vais l'affronter, pas le fuir. Affronte-le. C'est ma fille, Evelyn a dit. Quand j'aurai 18 ans, je veux rendre tout public. Je veux dire à tout le monde ce qu'ils ont fait à Daniel, à moi, à ce bébé. Je veux que le monde entier sache ce qu'est vraiment la famille Sinclair. C'est une grande décision. Dangereuse, je sais, mais c'est la seule façon d'être vraiment libre, n'est-ce pas? Tant que c'est secret, ils ont du pouvoir sur moi. Ils peuvent continuer à menacer, à chasser, à essayer de me faire taire. Mais si tout le monde connaît la vérité, ils ne peuvent plus se cacher. Et Evelyn a considéré cela. La fille avait raison d'une certaine manière. Le secret les avait protégés jusqu'à présent, mais il avait aussi donné aux Sinclair de la marge de manœuvre. Ils avaient pu chercher, menacer et manipuler précisément parce que personne ne regardait. La lumière du soleil était le meilleur désinfectant. Passons d'abord ton anniversaire, elle a dit, une bataille à la fois. Le 12 mars, 3 jours avant l'anniversaire d'Isabelle, Evelyn s'est réveillée au son de voitures dans son allée. Plusieurs voitures arrivant d'avant l'aube, leurs phares perçant l'obscurité. Son cœur s'est serré. C'était ça. Elle n'avait plus le temps. Elle a enfilé sa robe de chambre et s'est précipitée dans la chambre d'Isabelle. « Lève-toi maintenant. Nous devons y aller. » Mais Isabelle était déjà réveillée, déjà en train de s'habiller. Son visage pâle, mais déterminé, elles avaient répété ça. Elle savait quoi faire. Evelyn a attrapé le sac de voyage dans le placard. Argent, documents, médicaments, un changement de vêtements pour chacune d'elles. Elles se sont dirigées vers la porte arrière, vers les bois, vers le chemin d'accès au feu où le camion d'heure les attendrait et ont trouvé leur chemin bloqué. Des hommes en vêtements sombres, lampes de poche à la main, encerclant la maison, professionnels, organisés, coupant toutes les voies d'évasion qu'elles avaient prévues. Madame Hart, la voix de Catherine Wells, est venue du porche d'entrée, amplifiée d'une manière ou d'une autre, perçant le calme du petit matin. « S'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. Nous avons la maison encerclée. Si vous essayez de courir, vous ne ferez qu'aggraver les choses pour vous-même. » Evelyn a regardé Isabelle. Isabelle l'a regardée. À ce moment, quelque chose s'est passé entre elles. Une compréhension, une décision. « Reste derrière moi », Evelyn a dit. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte.
Catherine Wells se tenait sur son porche, flanquée d'hommes qui ressemblaient à de la sécurité privée. Derrière eux, elle pouvait voir plus de véhicules, plus de gens, une armée assemblée pour capturer une adolescente enceinte. Madame Hart, j'espérais que cela n'en arriverait pas là. J'ai pari que oui. S'il vous plaît, écartez-vous. Nous avons des documents nous autorisant à prendre Isabelle Sinclair en garde protectrice. Elle est un danger pour elle-même et a besoin de soins psychiatriques immédiats. Elle a 17 ans. Dans 3 jours, elle aura 18 ans. Quelle que soit l'autorité que vous pensez avoir disparu alors, c'est pourquoi nous sommes ici maintenant. Catherine a brandi un dossier de papier. Ordonnance du tribunal signée par un juge en Virginie, obligeant le retour d'une enfant mineure à ses tuteurs légaux. Evelyn n'a pas bougé. Ce juge n'a pas de juridiction dans le Kentucky. Il en a quand la famille dépose des plaintes à travers les États. C'est compliqué. Et franchement, cela n'a pas d'importance. Nous avons l'autorité légale de la prendre. Si vous interférez, vous serez arrêté pour enlèvement et obstruction à la justice. Les hommes se rapprochaient maintenant, se positionnant autour du porche, prêts à forcer l'entrée si nécessaire. Evelyn a tenu bon. Vous ne la prendrez pas. Madame Hart, j'ai dit que vous ne la prendriez pas. Je me fiche des papiers que vous avez. Je me fiche des juges que vous avez achetés. Cette fille est sous ma protection et je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Catherine a soupiré. C'est inutile. Johnson, prenez la porte. L'un des hommes s'est avancé, grand, professionnel, clairement entraîné pour ce genre de choses. Evelyn avait 75 ans et pesait peut-être 130 livres. Elle n'avait aucune chance de l'arrêter physiquement, mais elle n'a pas eu à le faire parce qu'à ce moment, des phares sont apparus sur la route. Pas une voiture, pas deux, des dizaines. Une caravane de véhicules, des camions, des voitures et des VUS, tous tournant sur sa propriété, tous s'arrêtant derrière la flotte d'opérateurs professionnels de Catherine. Les portes se sont ouvertes. Des gens sont sortis. Earl Thompson avec son fusil de chasse, le pasteur Whitfield dans son costume du dimanche, Margaret et Martha Chin debout côte à côte, Bobby Wilson et sa femme, Rosa Martinez et la moitié des femmes avec qui elle travaillait, des voisins qu'Evelyn connaissait à peine, des membres de l'Église qu'elle n'avait pas vus depuis des années, des gens de la ville, du comté voisin, de partout. Ils ont continué à venir. 50 personnes, 100 de plus. Ils se sont arrangés devant la maison, formant une barrière humaine entre les hommes de Catherine et la porte d'Evelyn. « Qu'est-ce que c'est? » Catherine a exigé. Le pasteur Whitfield s'est avancé. « C'est une communauté, madame, qui veille sur l'un des nôtres. C'est interférer avec un processus légal. Vous pouvez tous être arrêtés. » « Alors, arrêtez-nous. » C'est Durrell, son fusil tenu avec désinvolture, mais visiblement. Chacun de nous. Voyez comment cela se déroule dans la presse. Catherine a regardé la foule, les téléphones qui étaient apparus dans les mains des gens, enregistrant tout, la camionnette de nouvelles locales qui avait d'une manière ou d'une autre eu vent et s'arrêtait maintenant au bout de l'allée. Pour la première fois, son calme s'est complètement brisé. C'est insensé. Vous êtes tous insensés. Avez-vous une idée de qui vous avez affaire? Nous savons exactement à qui nous avons affaire, Evelyn a dit. Elle était sortie sur le porche maintenant, flanquée de voisins, soutenue par des amis qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Et eux aussi, vous voulez prendre cette feuille? Vous allez devoir passer par nous tous, chacun d'entre nous, et le monde entier va vous regarder le faire. L'impasse a duré ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que des minutes. Finalement, Catherine Wells a sorti son téléphone et a passé un appel. Evelyn ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle pouvait